Merci beaucoup, Camille, pour l'introduction. Alors, aujourd'hui, nous allons faire du pouce sur la présentation d'Alain d'hier sur les changements climatiques et attaquer là, un des aléas qui est principaux au Québec, celui des inondations, mais essayer d'en tirer aussi des leçons dans une perspective intégrée. Donc, je suis également, en plus d'être chef d'équipe chez Ouranos en analyse socio-économique en adaptation, je suis également chargée de cours et professeur associé en résilience, risques et catastrophes au département de géographie à l'UQAM et j'aimerais vous présenter mon collègue Yannick Aymon. À toi la parole, Yannick. Merci, Ursule. Donc, merci à tous d'être là ce matin. Moi, c'est Yannick Aymon. Je suis professeur au département de géographie depuis 2019 en résilience, risques et catastrophes et, entre autres, responsable des programmes de deuxième cycle là, qui portent le même nom, résilience, risques et catastrophes. Il y en a sûrement dans la salle là, qui sont soit des étudiants actuels, d'anciens étudiants ou qui gravitent autour du programme. Donc, merci à tous d'être là ce matin. Merci, Yannick. Donc, qu'est-ce que ça change, les changements climatiques, pour les plans particuliers d'intervention pour faire face aux inondations? On a décidé de découper un peu nos grands messages en quelques blocs. Le premier, c'est un bloc de contexte. Qu'est-ce que c'est les plans d'intervention face aux inondations au Québec actuellement et ailleurs pour avoir un peu d'inspiration? Les changements climatiques, qu'est-ce que ça vient changer face à ces plans-là? Ensuite, vers des pistes là, vers une redéfinition des PPII. Vous allez peut-être revoir cet acronyme-là, qui n'est pas un acronyme usuel, mais on voulait faire ça un petit peu plus court, là, plan particulier d'intervention face aux inondations au Québec. Ensuite, synthèse et il y aura une période de discussion pour la suite. Donc, allons-y pour la première partie, le contexte, et je cède la parole à Yannick. Parfait, merci Ursule. En fait, quand on s'est questionné pour faire le contexte sur les plans d'intervention face aux inondations, ce qu'on a remarqué, puis vous n'êtes pas sans le savoir, là, il n'y a pas vraiment, il n'y a pas vraiment de directive claire, il n'y a pas vraiment de procédure ou de normes à suivre. Donc, chaque municipalité, chaque regroupement de municipalités a ses propres plans d'intervention. Donc, qu'est-ce qu'on va vous présenter dans le contexte? C'est vraiment des généralités de ce qu'on retrouve habituellement. Donc, ça se peut que ça ne soit pas comme ça chez vous, que vous soyez déjà en train de faire ce qu'on va parler dans la redéfinition des PPII. On a essayé de faire là, du mieux qu'on pouvait pour ça. Donc, Ursule, si tu veux passer à la suivante. En fait, vous n'êtes pas sans savoir, là, sinon, on va vous l'apprendre ce matin, mais les changements climatiques, en fait, amènent des événements qui sont de plus en plus extrêmes, viennent changer également les événements qui se produisent. Là, Ursule va tout faire une présentation là-dessus, mais en fait, ce qu'on remarque du point de vue de l'intervention ou de la planification, même en fait de la sécurité civile, c'est que on a besoin d'une intention systémique et collaborative. Donc, on peut plus faire ça. En fait, on doit commencer à faire ça de façon collaborative, asseoir le plus de monde autour de la table quand on fait nos plans particuliers et on doit avoir une approche système qu'on appelle. Donc, on doit prendre ça vraiment avec tout l'ensemble que ça amène au point de vue municipal, mais également régional. Puis on va le voir là, à différentes échelles là, plus loin, mais c'est vraiment important. Et en fait, on se retrouve toujours devant l'éternelle question, est-ce qu'on planifie pour ne pas que ça se produise ou on planifie pour intervenir? Et ça, malheureusement, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. En fait, on va essayer de planifier autant pour pas que ça se produise, pour intervenir, puis idéalement pour se rétablir également et venir rechanger justement notre système pour que les événements ne se produisent plus ou qu'ils se produisent avec des intensités moins fortes ou des conséquences moins fortes. Donc, c'est un peu ça qu'on essaie de faire. On peut passer à la suivante. En fait, et c'est ici là, que je fais tout j'ai fait mon bémol tantôt. Là. On y va vraiment dans les grandes généralités quand on dit ce que c'est actuellement. On sait que ça peut être différent chez vous, mais généralement, quand on regarde les plans particuliers d'intervention, inondation,
Bien, en premier, ce qu'on remarque, c'est que c'est des documents qui sont souvent des documents d'information, dans le sens qu'on va venir contextualiser l'aléa. Donc, comment l'inondation se produit chez nous, comment elle se caractérise, c'est quoi ses conditions d'apparition. Est-ce que j'ai des inondations par embâcle, par exemple? Est-ce que j'ai des inondations avec une récurrence très forte, moins forte? Donc, on va avoir vraiment une contextualisation de l'aléa dans ce sens-là. On va avoir également une contextualisation des vulnérabilités. Donc, quand on définit notre zone inondable, bien là, on va venir définir qui est en zone inondable, c'est quoi leurs besoins, c'est quoi nos besoins à nous pour aller intervenir dans ces zones-là. Est-ce que je me retrouve avec des zones enclavées? Est-ce que c'est tout le monde qui est inondé de façon égale? L'eau va jusqu'où? Comment ça fonctionne? Est-ce que j'ai des écosystèmes? Donc, à certains endroits aussi, on va aller un peu plus loin qu'uniquement la population. Est-ce que j'ai des infrastructures essentielles dans ma zone inondable? Est-ce que j'ai une usine, par exemple, de traitement de l'eau potable? Est-ce que j'ai des postes électriques, des postes de télécom? Bref, le document, tout dépendant du niveau de maturité, va aller plus ou moins dans le détail à ce niveau-là. Et l'autre chose qu'on remarque, c'est qu'il va avoir vraiment un schéma d'intervention, en fait, qui va venir planifier notre intervention et démontrer en fait, comment on s'organise pour notre intervention, du moins les premières heures de cette intervention-là. Ce que c'est pas, puis là, tu sais, en fait, nos plans particuliers, comme on l'a vu, on a vraiment un niveau de contextualisation et souvent l'intervention, mais ce que c'est pas, c'est que souvent, ça couvre pas l'ensemble des différentes phases de la sécurité civile. Donc, planification ou préparation, prévention, intervention et rétablissement. Et souvent, ce n'est pas fait dans un contexte multidisciplinaire. Donc, ce n'est pas tout le monde qui a participé à l'élaboration de ce plan-là. Souvent, c'est le service de sécurité civile qui va le faire un peu de son côté, va aller chercher de l'aide de façon sporadique là, pour venir alimenter le plan d'intervention, mais on n'a pas une approche où tout le monde est là tout au long du processus. Et, je dirais même, souvent, on ne prend pas en compte non plus, là, puis on l'a vu, j'aime bien ce qui s'est passé en Colombie-Britannique cette année, là, parce qu'on a eu une succession d'événements pendant une pandémie. Donc, souvent aussi, ben, c'est pris seul. Donc, quand on a des plans particuliers d'intervention, puis le mot le dit, mais c'est pris seul et parfois, ça démontre ces limites-là quand on a différents événements. Suivante. Merci, Ursule. Donc, au niveau du cadre réglementaire, en fait, qui est complètement en évolution, hein, on l'a vu après 2019, là, le gouvernement a décidé de revoir un peu tout le fonctionnement. Il faut savoir qu'avant, ben, on avait la loi sur la sécurité civile. Il y a eu un règlement qui est sorti sur les secours minimaux, mais il n'y a pas eu il n'y a pas de réglementation particulière, par exemple, concernant ce que la sécurité civile doit faire pour différents aléas ou pour une approche multi-aléas ou touriste, là, comme on appelle. Donc, ça ne s'est pas concrétisé, mais avec ce qui s'est passé après 2019, bien là, on a vu tout un mouvement qui s'est mis en place, entre autres, d'aller chercher des nouvelles données, d'aller caractériser nos zones inondables, de mettre en place des bureaux de projet d'inondation. Il y a toute InfoCru également là, qui est en action, dont Ouranos s'occupe de son côté. Et en fait, ce qu'on veut faire avec ça, c'est une nouvelle cartographie et surtout un nouveau cadre réglementaire sur ces zones inondables-là. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, pas faire dans ces zones-là, comment ça va fonctionner. Est-ce que il y aura plus normalement, là, on verra comment ça va se concrétiser. Là. Moi, je vais attendre de voir la réglementation finale à ce moment-là, mais est-ce qu'il va y avoir encore des IS, entre autres, des zones d'intervention spéciale, des choses comme ça? Donc, c'est un peu ça qu'on voit comme évolution. Et en fait, ce que j'aime bien, là, c'est qu'on va devoir se questionner, en fait, tout ensemble sur cette notion-là de besoin de collaboration interorganisationnelle et surtout multiniveau. Donc,
à travers nos organisations, mais à différents niveaux, donc municipal, régional, provincial, comment on va pouvoir mettre ça en place. On dit, c'est une des... puis, tu sais, vous connaissez tous, du moins, j'espère, le processus de gestion des risques du ministère, mais même quand on regarde la norme ISO 31000 sur le management du risque, la première étape, c'est l'établissement du contexte. Et dans l'établissement du contexte, c'est d'asseoir tout le monde autour de la table. Tout le monde qui est concerné, population incluse. Donc, il va falloir qu'on se questionne à quel point on veut collaborer de façon interorganisationnelle et également multiniveau. Là, ça, c'est notre côté géographe à moi et Ursule, là, donc différentes échelles. C'est ça qui nous intéresse à ce niveau-là. Donc, si on passe en... Ouais, je veux juste apporter une correction mineure, mais importante. Le programme InfoCru, c'est un programme gouvernemental. Le ministère de l'Environnement y est beaucoup impliqué et Ouranos vient en soutien à InfoCru. Ah, en soutien. Pour valoriser notamment tous les produits issus d'InfoCru, mais Ouranos ne gère pas ce programme-là. Juste précision par souci de crédit. Ils ne gèrent pas, mais ils sont très importants dans le programme. Je vais le dire comme ça. Très, très important dans le programme d'abord. Parfait, merci Ursule. Désolé pour cette erreur. Donc, avant qu'on passe à la prochaine section, on voulait terminer le contexte en présentant un peu l'approche qu'ils ont pris en France. Ici, on trouve qu'on en a beaucoup, là, mais on est relativement chanceux en termes d'inondation. Puis je dis ça en tout respect pour ceux qui en ont vécu à répétition, mais on est quand même relativement chanceux en termes d'inondation. En France, ils en ont beaucoup plus et ce qu'on remarque, en fait, puis vous n'êtes pas sans savoir, là, plus il y a d'événements, en fait, plus il y a une maturité qui se met en place, autant au niveau gouvernemental, mais aussi au niveau des citoyens. Donc, en France, en fait, ils ont développé ce qu'on appelle les PAPI. Donc, non pas les grands-parents, mais le programme d'action et de prévention des inondations. En fait, l'objectif de ça, c'est de la prévention pour ne pas avoir à intervenir. Fait que c'est ça qui est intéressant. Puis le programme est en 2 temps. Donc, il y a le PEP en premier, qui est le programme d'études préalables, où on va essayer d'aller faire un diagnostic, en fait, on va faire un diagnostic au niveau des stratégies, cadre du programme de mise en œuvre, mais en fait, on va aller chercher tout ce qui est nécessaire comme données, un peu comme qu'est-ce qu'on fait présentement là, en mettant à jour toutes les données, en mettant à jour toutes les cartes. Donc, ça, c'est des études préliminaires. Puis par la suite, on va y aller avec des programmes d'action et de mise en œuvre et tout ça avec un processus de gestion intégrée des inondations là, en 7 étapes. Les présentations vont être disponibles par la suite. Là, je vous invite à aller lire si vous ne connaissez pas déjà. Sinon, tapez juste PAPI France Inondation. Vous allez trouver la documentation parce que c'est assez complet et c'est très intéressant. Et il y a vraiment ce cadre-là de gestion intégrée là, où on voit en 7 étapes, là, on passe à travers. Donc là, je n'arrive pas, je vais le lire sur mon autre écran, c'est pour ça que je vais avoir la tête tournée, mais amélioration de la connaissance et de la conscience du risque. Surveillance et prévision, alerte et gestion de crise, prise en compte des risques dans l'aménagement et l'urbanisme, réduction de la vulnérabilité, gestion des écoulements. Bref, c'est vraiment là, tout intégré. Puis c'est ça qui est intéressant. Puis en fait, ils prennent l'avance. Donc, il y a plein d'initiatives. On va en présenter une autre tantôt de nos voisins du Sud, mais il y a plein d'initiatives comme ça qu'on va pouvoir s'inspirer là, à travers le monde. Je te passe la parole, Ursule, pour la prochaine section. Merci, Yannick. Ben, ça dresse bien le contexte, mais concrètement, pour nous au Québec, qu'est-ce que ça change les changements climatiques dans la gestion des inondations? On fait un survol et je vous réfère dès maintenant aussi à la présentation réalisée par Alain hier, qui avait une belle approche pour l'illustrer. Donc, les changements climatiques, dans notre jargon, on appelle ça les CC. Les impacts des changements climatiques sur les inondations, ben, c'est vraiment dans l'exposition que ça joue. L'exacerbation de l'aléa et l'apparition de nouvelles manifestations. Ça peut être des événements d'une certaine intensité, ça peut être l'étendue des inondations qui est amenée à changer, mais ça peut être la saisonnalité aussi. On a vécu des inondations sur la Saint-Charles en plein mois de janvier, dans la Chaudière en plein mois de décembre.
ensemble avec des redoux hivernaux. Donc, il y a vraiment cette notion d'exposition qui est en train de changer. Tout ça pour dire qu'on ne peut plus se fier uniquement sur l'historique. Il faut vraiment prendre en compte de la saisonnalité cette année, des indicateurs saisonniers pour voir un peu le build-up, le contexte saisonnier qui est en train de se mettre en place à chaque année, mais également se tourner vers le futur et apprendre des événements de plus en plus importants qui surviennent ailleurs dans le pays. Donc, j'aime bien cette figure du GIEC qui montre bien une vision systémique là, du risque où on a le hazard, l'aléa, où on peut agir sur l'aléa jusqu'à un certain degré. Effectivement, on peut utiliser davantage d'espaces d'inondation contrôlés, que ce soit dans des espaces qui soient artificiels ou qui soient naturels. Et là, ça permet d'aller chercher une certaine efficacité en réduction des débits ou des niveaux, par exemple. On peut agir sur la vulnérabilité, des actions qui vont encourager une certaine protection sociale et qui vont assurer le maintien de la qualité de vie malgré les événements et qui vont accélérer aussi le rétablissement des solutions basées sur les assurances, par exemple, vont permettre de réduire les conséquences humaines et financières sur les infrastructures, sur les personnes. On a également tout ce qui est l'exposition qu'on peut réduire. Donc, c'est avec des stratégies où on vise à contrôler la manifestation du risque sur le territoire. Des programmes de relocalisation, il y en existe dans plusieurs pays. On en a un qui est chez nous, qui est plutôt basé sur la manifestation des dommages en tant que déclencheur potentiel là, de la relocalisation. On parle de la limite à vie dont vous avez peut-être entendu parler. Donc, ça existe, mais il y a d'autres manières de concevoir ces programmes-là. Dans la littérature, on montre qu'il y a des seuils où ça peut être rentable d'avoir des relocalisations qui sont préventives. Puis, il y a des exemples d'accompagnement des populations dans ce genre de planification stratégique-là, où on réduit l'exposition des personnes, des biens sur le territoire. Il y a quand même aussi des limites systémiques, réglementaires qu'on peut envisager, technologiques, etc., qui montrent bien la complexité finalement du risque. Donc, cette clé dans l'évolution est de connaître finalement comment c'est en train d'évoluer à plusieurs échelles de temps. Comment c'est en train d'évoluer cette année avec tout ce qui est source de données hydrométéorologiques avec des indicateurs de suivi saisonnier. On se rappelle que pour 2017, notamment, là, les niveaux du Saint-Laurent en général de son bassin étaient très élevés et qu'en plus de ça, il y a eu une séquence de plusieurs dépressions météorologiques qui ont amené beaucoup de précipitations. On parlait là, de 4 ou 5 événements successifs en moins de 5-6 semaines de mémoire. Et donc, il y a cette espèce de phénomène cumulatif qui est venu finalement déborder, mais aussi connaître l'évolution au-delà d'année en année, de décennie en décennie, pour voir est-ce que c'est la saisonnalité, est-ce que c'est l'intensité, la fréquence. Tout ça, c'est que notre système n'est plus stationnaire finalement. Donc, au Québec, il existe une bonne série de données. C'est en pleine expansion et ça évolue également, cette connaissance-là, d'année en année. Je vous en nomme 3, par exemple, auxquels vous pouvez vous référer pour avoir, je dirais, un aperçu rapide là, de ce qui se passe chez vous. Ça ne remplace pas une modélisation des débits, des niveaux d'eau, une cartographie fiable et de sources crédibles et à valeur légale. Toutefois, ça vous donne des aperçus pour votre préparation. Les portraits climatiques d'Ouranos, vous avez le premier site où de région en région, vous pouvez aller cliquer pour avoir un peu cette représentation de divers indicateurs climatiques. Il y a beaucoup d'indicateurs qui sont reliés aux températures, mais il y en a certains aussi qui sont reliés aux précipitations. Par contre, ce sont basés sur des tendances. L'indicateur relié aux inondations qui se rapproche le plus, c'est celui, si je me rappelle bien, d'un maximum de précipitations cumulées sur 5 jours. Et là, on l'a sur toute l'année ou entre les mois d'avril et septembre. Ensuite, il y a le portail données climatiques qui rassemble vraiment beaucoup de données de divers centres de modélisation du climat à l'échelle du pays. Notamment, les données des portraits climatiques se retrouvent sur données climatiques. Et on peut voir là, cette évolution interdécennale. Et un troisième que je vous invite à découvrir est celui de l'atlasclimatique.ca qui est réalisé par le Prairie Climate Center, mais qui répertorie des données pour l'ensemble du Canada. Et encore une fois, c'est à peu près les mêmes indicateurs
pour lesquels on peut s'approcher des inondations. Donc, ça ne remplace pas des courbes IDF, ça ne remplace pas une modélisation sur le terrain, mais ça nous permet d'apprécier un peu le delta. Est-ce qu'on est dans un ordre plus de 1-2 % de variation anticipée ou on est vraiment dans un ordre de 50 % par exemple? Et ces 3 produits-là sont disponibles gratuitement. Vous pouvez télécharger à la fois les images, les données, les graphiques. Donc, vous pouvez réutiliser ces informations-là par la suite. Donc, se documenter, c'est le premier axe aussi du cadre de Sendai, bien sûr, connaître les risques. Je pense que ça prend il faut reconnaître que ça prend une certaine compétence pour jouer avec ces données-là. C'est des grosses séries de données. Il y a du vocabulaire qui est assez spécifique. Au niveau des scénarios services climatiques, voici les 3 outils là, que je viens de présenter, mais ils ont des déterminants communs, comme le vocabulaire autour des ce qu'on appelle les RCP. Ce sont les trajectoires de concentration du carbone à l'échelle internationale. Il y a le 4.5, le 8.5. Et plus on augmente en chiffres, plus les concentrations sont élevées. Mais les observations, notamment dans le dernier rapport du GIEC, nous montrent que le RCP 8.5 est devenu, c'était le plus pessimiste, mais c'est celui qui est devenu le business as usual. Donc, si on continue les mêmes choix et qu'éventuellement on plafonne le carbone autour de 2050, on va continuer d'emprunter cette trajectoire de 8.5-là pour encore quelques décennies. Donc, il faut en tenir compte, les changements vont se manifester. Il y a également tout un jeu d'indicateurs à explorer qui est intéressant, mais ici, ce sont des modélisations climatiques. Donc, c'est vraiment la relation de l'atmosphère, ce qui tombe au sol. Par contre, ensuite, il faut se pencher un peu plus vers des modélisations hydrologiques. J'y reviens dans un moment. Ce qui est à noter, c'est que cette information climatique-là, comme je disais, c'est des compétences très avancées, ça prend des gros modèles, ça prend du temps, c'est vraiment des collaborations internationales qui nous permettent d'avoir une information locale, hein, parce que c'est tout le système Terre qui est interrelié dans ces changements-là. Donc, ce qui est à surveiller au cours des prochaines années, c'est le développement des projections régionales, la région ici étant l'Amérique du Nord, du point de vue des climatologues, d'un projet d'intercomparaison des modèles climatiques qui s'appelle le CMIP6. Pour l'instant, les outils que je viens de vous présenter sont basés sur le CMIP5, mais il y a cette nouvelle génération de projections régionales qui s'en vient. Avec les nouveaux scénarios également du GIEC qui est sorti, les scénarios qui sont sortis l'été dernier, et on surveille dans les prochains jours le nouveau rapport du GIEC également. Et ce qui est nouveau, c'est qu'on n'appellera plus ça des RCP, des Concentration Pathways, mais ça devient des scénarios, des Shared Socio-Economic Pathways, où là, on fait intervenir à la fois la notion de réduction des GES, mais il y a le mot socio-économique, c'est-à-dire qu'on choisit de laquelle manière politiquement on va gérer aussi les changements climatiques dans ces scénarios-là. Est-ce qu'on y va davantage d'un point de vue qui est une distribution égale des événements ou concentrée sur les plus riches, une vision donc plus solidaire ou plus distributive là, des impacts? Donc, je vous invite à vous approprier ces vocabulaires-là. Ça se complexifie, je dirais, puis on va essayer chez Ouranos de vous rendre cette compréhension-là le plus facile possible éventuellement. Également, au Québec, on doit tenir compte de l'évolution de nos choix socio-économiques parce que les grands scénarios du GIEC, ce sont des choix à l'échelle du globe, mais il y a des choix politiques et climatiques qui sont faits au Québec et l'évolution, comme le soulignait Yannick, l'évolution rapide au niveau réglementaire, l'avènement de nouvelles cartographies d'inondations sous peu également. Pour continuer de vous approprier, je dirais, l'évolution de votre milieu pour faire votre plan d'intervention face aux inondations ou votre programmation. Il existe des outils de plus en plus vulgarisés qui vous permettent de prendre connaissance, de faire la portion d'appréciation du risque un peu plus rapidement. Donc, notamment, je vous invite à visiter les fiches qu'on appelle MAMACH MSP, donc produites par Ouranos pour les 2 ministères, des fiches d'adaptation au changement climatique avec des défis et perspectives pour chacune des régions. Il y a du texte suivi, il y a des tableaux d'ensemble des tendances. On parle des tendances climatiques à la fois, température, mais aussi précipitations et d'autres aléas comme les cycles de gel-dégel. Des conséquences sur certains secteurs économiques régionaux également et une série de pistes de solutions que vous pourriez envisager pour vous donner de l'inspiration. Par contre, elles sont peu spécifiques sur les inondations, mais elles encouragent quand même une vision intégrée du tout risque ou du multi-aléa.
Voici juste un exemple de ce que vous pouvez retrouver dans ces fiches-là. J'ai pris la première en ordre alphabétique, l'Abitibi. Donc, vous avez 3 blocs là, de variables et indices climatiques, température, gel-dégel, précipitation. Et vous avez la tendance là, avec les flèches. Et puis ensuite, vous l'avez en chiffres. Vous avez l'historique des projections sur un ordre de grandeur moyen terme de 1041-70 et un ordre de grandeur plus vers la fin du siècle. Et vous avez les 2 scénarios RCP 4.5, 8.5, en gardant en tête que ces 2 scénarios-là n'ont pas nécessairement la même probabilité de se manifester. Et vous avez un résumé que vous pouvez repiquer aussi dans des présentations plus vulgarisées pour vraiment simplifier les tendances saisonnières également. Autre source d'information, on parle d'inondation, c'est celui de l'Atlas hydroclimatique du Québec méridional. Celui qui est en ligne en ce moment date de 2018 à ma connaissance, mais vous avez vu là, un aperçu hier dans la présentation d'Alain de ce qui allait être modifié là, pour l'Atlas qui va sortir éminemment. Donc, notamment une vraiment meilleure résolution au niveau géographique et surtout à l'échelle de chacun des segments hydrologiques, une couverture également pour le Québec qui est non jaugée. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas de station de mesure sur votre territoire, sur votre segment de rivière, il y a des interpolations mathématiques assez fiables et rigoureuses qui ont été faites pour pouvoir vous donner un aperçu de est-ce qu'on est dans une stabilité, dans une augmentation, une diminution, tout ça selon des horizons de temps, par exemple direction 2050, et des scénarios climatiques, par exemple RCP 4.5, comme vous voyez à l'écran. Donc, ça couvre le Québec, une grande part là, du Québec méridional et à souligner que ce que ça nous donne, cet atlas-là, c'est vraiment à haute résolution, ce sont des débits, donc des mètres cubes par seconde anticipés ou un delta, donc une différence de proportion de ces débits-là. Ensuite, il reste la couche de modélisation plus hydraulique ou de représentation spatiale. Il y a plusieurs techniques, là, dont la modélisation hydraulique, pour transformer ces débits-là, qui sont une vitesse d'eau par seconde dans la rivière, vers des niveaux d'eau, où là, on est plus dans une perspective cartographique, jusqu'où l'eau va se diriger. Donc, c'est un maillon de plus dans cette chaîne de modélisation complexe qui vient soutenir finalement des cartographies qui intègrent les changements climatiques, mais ça ne produit pas des cartes sur lesquelles on peut se baser pour prendre des décisions de oui ou non, on est dans une zone inondable. Donc, il y a une abondance de littérature. Pour connaître les risques, je pense que c'est aussi important de connaître l'historique de chacun des bassins. Donc, je voulais juste vous parler rapidement là, de fiches descriptives de bassins versants qu'on est en train de produire chez Ouranos en soutien à la DEH là, du MELCC, la Direction d'expertise hydrique, où on répertorie des événements, des informations d'ordre historique. Bon, les liens vers les plans directeurs de l'eau, certains diagnostics, de la littérature géomorphologique incontournable, mais aussi on fouille un peu dans les archives pour aller voir des secteurs. Donc, c'est produit pour les 50 bassins versants prioritaires du programme InfoCru. Donc, c'est un autre genre de produit qui peut vous éclairer dans votre gestion du territoire. En cours également, il y a le volet prévisionnel et le volet réglementaire. Ce sont les 2 gros morceaux là, du projet InfoCru. Ce n'est pas Ouranos qui produit les cartes. Nous venons là, en soutien pour vulgariser l'utilisation et la mobilisation là, de ces informations produits-là. Mais il y a toute une démarche qui a été faite pour consulter des usagers dont vous faites peut-être partie là, pour bien apprécier est-ce qu'on représente plus l'épaisseur d'eau, est-ce qu'on représente ou la profondeur, ou est-ce qu'on représente la probabilité, comment est-ce que cette information-là va plus servir finalement les usagers. Et un dernier élément à souligner, c'est un question-réponse aussi sur l'état des connaissances liées aux enjeux de la publication des nouvelles cartographies, des enjeux économiques, des enjeux financiers, des enjeux environnementaux, des enjeux sociaux, d'inégalité, des pistes un peu pour les solutions, l'état des connaissances également sur tout le contexte de communication lié à la production de ces cartographies-là ainsi que le cadre réglementaire. Donc, des projets à surveiller. Je vais passer ultra rapidement sur ces tendances-là. Donc, je m'arrête juste un instant. Ce que je viens de vous dire, c'est qu'il y a une abondance d'informations. Elle est en constante évolution et on doit au minimum s'approprier une terminologie commune de base liée au scénario, liée à des indicateurs climatiques pour pouvoir dialoguer avec de multiples acteurs.
Donc, ça nous prend des mécanismes pour rester à jour sur l'évolution de cette connaissance-là, des mécanismes de gestion des savoirs en constante évolution. Deuxièmement, chaque région est différente, puis la tendance n'est pas nette au Québec. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a une augmentation de la variabilité du cycle hydrologique. Oui, il y aura des extrêmes positifs de débordement, mais à ne pas sous-estimer aussi les extrêmes négatifs qui correspondent à des sécheresses. Donc, je vous retourne au diapo d'Alain qui était régionalisé hier. Je pense que c'était vraiment une belle représentation. Ils sont beaucoup plus colorés que les miennes également. Donc, ça a des conséquences sur la qualité de l'eau, autant que sur les quantités d'eau. Il y a des risques de contamination de puits et de champs lors des inondations, autant que des risques de concentration de contaminants lors des manques d'eau, des sécheresses. Également, ce qu'on sait, c'est que cette variabilité-là, elle varie de saison en saison. Comme je parlais tantôt, on a vécu dans les dernières années des épisodes plus extrêmes durant l'hiver, en décembre, en janvier, des réchauffements hivernaux avec des pluies sur neige, par exemple, ou des épisodes de verglas et qui viennent exacerber pas juste les inondations en eau libre, mais bien des inondations plus complexes avec des radeaux de glace, des embacs de glace, etc., qui, vous, intervenants municipaux, le savez, ça coûte quand même pas mal cher d'intervenir avec de sortir la grenouille, comme on dit, en plein hiver. Également, il y a la magnitude de la crue printanière, bien sûr, qui est amenée à changer, mais tout ça est le fruit aussi d'un empilement de paramètres hydroclimatiques au fil de chacune de ces saisons-là, qui dépend du stock de neige, des quantités printanières de précipitations et des systèmes météorologiques, par exemple. Et il y a également des variations estivales qui peuvent être critiques, notamment pour les agriculteurs. On anticipe des événements de pluie diluvienne durant les étés, des conséquences agricoles importantes. Donc, cette variabilité-là, on ne peut plus juste se dire inondation, c'est printemps, puis quelques petits événements en automne. C'est vraiment en surveillance à l'année. Je pense qu'une des leçons aussi qu'on doit observer, ce sont ces grandes sécheresses-là aux États-Unis, autant que qui viennent créer des cycles de persistance, la sécheresse, autant que des cycles de persistance des niveaux d'eau. Bien sûr, dans le Saint-Laurent, il faut reconnaître aussi que c'est une voie navigable et qui est assujettie à un protocole d'ajustement artificiel du Saint-Laurent à surveiller dans votre considération. Donc, qu'est-ce que ça change? Ben, c'est cette augmentation. Dans le temps, la certitude que la variabilité du cycle hydrologique va être plus grande et que c'est différent de l'historique. Que ça se manifeste à différentes échelles de temps. On ne peut plus juste surveiller chacun des systèmes hydrométéo. Il faut avoir en tête combien de neige il nous reste au sol, quel est le niveau de mes grands réservoirs, quel est le protocole aussi de gestion du Saint-Laurent qui nous influence directement. Et on est rendu où dans le cycle des grandes marées pour tout ce qui est Québec et plus à l'est. Se manifeste différemment selon les bassins versants et plusieurs sources d'incertitude, limites de plusieurs connaissances de modélisation. On sait que les embacs, par exemple, c'est très complexe. La cartographie des embacs n'est pas une technique ou une méthodologie qui est encore aboutie avec des cartes d'ordre réglementaire. Il y a des zones d'embacs qui sont répertoriées dans les zones de contrainte des schémas d'aménagement, mais ça n'amène pas nécessairement une probabilité. Donc, on doit quand même tenir compte de la possibilité que ce risque-là, parmi les risques résiduels dans notre gestion, doit interférer dans la décision et une certaine ambiguïté dans la tendance en raison de la complexité du système. Voilà, donc ça fait le tour de qu'est-ce que ça change les changements climatiques, besoin davantage d'anticiper, de surveiller, d'être prêt à déclencher des interventions en temps opportun, de planifier le rétablissement et de contribuer à la planification territoriale et à la prévention. Besoin d'être d'accord sur le besoin d'un changement dans la gestion de risque. Dans le fond, c'est la première étape de collaborer pour se dire, bien, nos cartes qui sont basées sur l'historique, on doit tenir compte des changements climatiques davantage. Puis si ça n'existe pas, bien, il faut être prudent en arrière de tout ça et d'avoir des marges de sécurité, changement climatique. D'internaliser, c'est un des grands messages que j'entends de l'UNDRR de ces temps-ci, c'est d'internaliser cette phase d'évaluation de risque en continu. On ne peut plus juste faire une carte une fois de temps en temps ou 30 ans. Il faut que ce soit fait avec une certaine récurrence, un certain rythme dans mon milieu, en quantité et en temporalité, et le besoin de diversifier les stratégies. C'est-à-dire que oui, tu as l'équipement que tu vas acheter, mais est-ce que c'est vraiment ce choix-là qui va te permettre de réduire davantage les conséquences? Il y a certaines d'autres solutions qui ne sont pas basées sur l'équipement ou l'infrastructure, qui ne coûtent pas nécessairement plus cher, mais ça se planifie davantage en amont. Il y a tout un courant aussi sur les infrastructures basées sur la nature qui ne vont pas contrôler le risque à zéro complètement, mais qui viennent nous donner un
certains coups de pouce. Je pense qu'on y revient un peu plus tard. Et finalement, apprendre systématiquement de nos expériences. Bon, la voici, la diapo sur les solutions basées sur la nature. Donc, les questions qui se posent par rapport au PPII, les plans de planification face aux inondations, c'est est-ce que toute cette abondance d'informations-là, on doit vraiment la colliger dans un document classique? Est-ce que le plan classique est encore le bon vecteur pour opérer cette gestion-là? Quel va être le cycle de révision optimal annuel? Est-ce que c'est à point nommé quand on voit qu'il y a trop de changements sur le terrain, mesuré, observé? Donc, il y a vraiment une réflexion sur ce cycle de planification-là dans une programmation qui est saine pour la gestion du territoire. Il y a un besoin d'apprendre à anticiper et à tenir compte des voisins également. La notion de capacité ici est très importante. On ne peut plus juste compter sur notre propre capacité. On a vu là, des ruptures de capacité à l'échelle de toute une municipalité. Donc, il faut avoir des ententes au préalable pour faciliter l'accès à d'autres capacités qui sont plus à l'externe, à des échelles régionales, par exemple. Et il existe des possibilités en développement en termes de solutions. Il y en a plusieurs qui sont technico-techniques, mais il y en a aussi qui sont basées sur l'aménagement du territoire. Et dorénavant, il faut aborder de front la question des solutions basées sur la nature. Non, ça ne va pas contrôler le risque complètement. Par contre, ça permet d'acheter un peu de temps. Ça ne permet pas d'éviter d'intervenir, mais ça nous donne une petite marge supplémentaire, d'autant que ça amène plusieurs co-bénéfices au niveau sociaux et environnementaux. Donc, dans une gestion qui s'inscrit également là, dans la trajectoire de développement durable, les solutions basées sur la nature s'avèrent un atout, une carte atout dans un lot d'interventions et de solutions face aux inondations. Donc, Yannick, vers une redéfinition des PPII, avant-dernière section de cette présentation. Parfait, merci Ursule. En fait, on le voit, puis on essaie de le répéter depuis le début, mais cette redéfinition-là des PPI va passer, en fait, selon nous, passe par deux grands pôles importants. Le premier étant la mobilisation et la coordination des parties prenantes. Tout le monde doit faire partie de l'évolution réglementaire, c'est hyper important. On a quelqu'un qui se demandait, tu sais, pourquoi des gens restent en zone inondable, pourquoi des gens restent dans des endroits où on est en dessous du niveau de l'eau, par exemple. On doit se demander, est-ce que, pourquoi ils sont là? Il y a plein de raisons. La géographie humaine est quelque chose qui peut y répondre. Il y a tout un attachement au territoire et tout ça. Mais le fait de les inclure dans une programmation, on va le voir plus loin, là, passer du plan programmation, mais le fait de les inclure dans cette redéfinition-là va aussi leur faire prendre conscience qu'ils se trouvent en zone de contrainte. On part toujours du principe qu'ils le savent, mais peut-être qu'ils ne le savent pas ou peut-être qu'ils ne savent pas ce que ça implique. Et le fait de reconstruire toujours des ouvrages de protection et de ne pas voir ça dans son ensemble, mais donne un faux sentiment de sécurité ou donne un sentiment de sécurité pour ces gens-là, puis ils se disent, c'est correct que j'habite ici, on a construit des ouvrages de sécurité, on est prêt à intervenir, on a de l'équipement pour intervenir et tout ça. Donc, cette redéfinition-là des plans particuliers va nécessairement demander de revoir aussi tout ce processus de planification-là. On peut passer à la prochaine, Ursule. En fait, on va devoir apprendre des différents événements. On va devoir mettre en place des mécanismes qui vont autant nous permettre d'apprendre individuellement, mais aussi en équipe, l'organisation, les réseaux, donc à différents niveaux. Et ça va passer en fait de passer du plan à une programmation et un processus d'organisation apprenante. Et tout le monde doit y participer parce que chacun a ses rôles et responsabilités à son niveau à lui. Donc, ce n'est pas toute la municipalité qui peut faire ce qu'il veut. Ce n'est pas tout non plus le citoyen qui peut faire ce qu'il veut. Il y a la région qui va venir intervenir ou la MRC, il va avoir le gouvernement,
provincial qui va aussi venir faire une réglementation des lois à ce niveau-là. Donc, c'est là que c'est important. Puis en fait, demandez-vous, faites-vous des plans pour faire des plans ou vous faites des plans dans une optique de programmation, ce qui veut dire que vos plans sont intégrés et qu'il y a un processus de révision qui est en place. Il y a des gens qui sont responsables de cette programmation-là et surtout, on lui attribue les budgets nécessaires. Mais c'est vraiment ça qu'on veut que vous reteniez. Plus il va y avoir de gens autour de la table, meilleurs vont être vos plans et meilleure va être votre programmation. En fait, on voulait vous donner un exemple de ce qui se fait, donc on va y passer rapidement. Là, un exemple de ce qui se fait aux États-Unis, vous irez voir ça pour ceux qui ne savent pas, là, mais ils ont toute une approche, en fait, pour les zones inondables, donc qui se base sur 3 piliers, là, les données, l'intégration et les partenariats. Puis on le voit, là, les partenariats, c'est vraiment d'aller voir tout le monde. Et avec ça, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont tout un processus d'intégration des plans d'inondation. Là, ils le font pour les inondations, mais si on veut passer à la suivante, là, vous avez un schéma. Donc, vous pourrez aller voir là où, justement, tous les plans se parlent et tous les plans sont comme interreliés dans une programmation. Mais j'aime bien la prochaine parce qu'on voit vraiment ce qu'il y a en fait. Il y a des plans de réduction des aléas, des plans d'intervention d'urgence, des orientations et schémas d'aménagement d'urbanisme, des plans de développement économique, des programmes d'amélioration du capital, exemple les infrastructures, des plans de gestion de l'eau pluviale, des plans de développement. Bref, quand on veut travailler sur la zone inondable, la solution est simple, effectivement. Enlevons tous les gens de là, enlevons tout ce qui se fait de là, puis on n'aura plus de problème. Sauf qu'on les met où? Qu'est-ce que ça a comme conséquence? Qu'est-ce qu'on a à gérer? Comment on fait ça? Est-ce qu'on se donne le temps? Est-ce qu'on a une marge de manœuvre pour faire ça? Et sachant pertinemment, avec tout ce que Ursule a présenté, que ça se modifie et que vous allez avoir peut-être des nouveaux phénomènes qui vont apparaître ailleurs. On fait peut-être juste déplacer le problème. Fait qu'on règle celui des inondations, mais on va peut-être créer d'autres types de problèmes à gérer par la suite. Fait que c'est pour ça qu'avoir une approche intégrée va permettre de réfléchir à tout ça. La prochaine est là plus pour vous. Là, vous pourrez la lire par la suite. Là. Je vais tout de suite passer à la synthèse, là, si on veut, parce que vous avez plein de questions. Puis, en fait, je vous invite, si vous avez des questions, là, on vous rappelle, il y a un module de questions-réponses. Vous vous identifiez et vous posez votre question. Là, ça va nous faire plaisir d'y répondre par la suite. Mais en fait, ce qu'on voulait dire en synthèse, le premier, on change ça, s'il te plaît, merci. Les mécanismes, en fait, les ingrédients clés pour adapter au changement climatique, mais avoir une approche mutuelle, c'est vraiment les mécanismes pour apprendre des voisins de la science du monde, les cycles de gestion qu'on doit adapter, qui doivent être évolutifs, puis arrêter de voir la phase de planification comme s'il s'agissait de faire un plan. En fait, là, je vais faire mon prof d'université. Moi, je dis, on est toujours dans toutes les phases tout le temps. Donc, on devrait toujours tout faire à chaque étape et on se sert de ce processus-là pour pouvoir avancer à travers ça et pouvoir traiter de chacune des phases. Ursule, en conclusion? Oui, en conclusion, ça reste que dans une perspective de gestion des catastrophes, c'est vraiment sur les événements de faible probabilité, fortes conséquences auxquels qu'on veut éviter finalement pour que ça ne génère pas des effets en cascade également qui peuvent exacerber et toucher toute la société au complet d'un seul événement. C'est non pas les événements de 2017-2019 qui sont appelés à se reproduire, contre lesquels il faut se préparer, mais c'est vraiment d'envisager dans un contexte de changement climatique que c'est des événements comme ceux de la Colombie-Britannique. On peut imaginer aussi des dômes de chaleur ou de précipitations qui sont stagnants là, pendant un mois, par exemple. C'est juste un exemple, ce n'est pas ancré dans la littérature encore, mais c'est pour frapper votre imaginaire au point que, est-ce que si on se fait un test de nos mécanismes d'intervention puis de notre préparation, est-ce qu'on est prêt à faire face à un certain inconnu puis des événements de grande ampleur comme ceux-là? Donc, les meilleurs PPII sont ceux-là que je n'utiliserai pas dans le futur, mais parce que j'aurai bien planifié l'intervention et la continuité des opérations, des affaires, autant que de la qualité de vie des personnes.
Et une des questions ou des pistes qu'on soulève, Yannick et moi, c'est la notion de résilience municipale, de passer du plan vers davantage des processus et la programmation, mais aussi de questionner même, on se prépare à intervenir face à quoi, de changer un peu le point de vue vers cet état de préparation, être prêt à rebondir, donc la notion de résilience qui se veut une idée là, assez fédératrice. Il y a la notion d'adaptation aussi, mais on a vu là, dans la littérature que la notion de résilience est assez perçue positivement et elle est rassembleuse de plusieurs services municipaux et pourrait être une des pistes et des trajectoires à emprunter pour justement donner un sens à cette programmation-là, que ce ne soit pas qu'une programmation en sécurité civile, mais bien une programmation municipale prête à rebondir pour faire face à diverses catégories là, de conséquences. Donc, pour terminer, chacun, on est rendu à des endroits différents. Je voyais quelques questions apparaître là, sur la notion même de sensibilisation à l'aléa et au changement climatique. Comprendre les aléas, se préparer, mettre en œuvre et s'ajuster. Donc, à chacune de ces étapes-là, on doit se poser des bonnes questions. On ne peut pas tout de suite choisir des solutions si on ne connaît pas nos risques, par exemple, si on n'a pas fait un inventaire de solutions. Donc, il existe de plus en plus d'outils d'aide à la décision, notamment sur des bases économiques, mais elles ont des limites. Elles ne considèrent pas tous les co-bénéfices au niveau social, par exemple. Je vous invite à consulter ce guide méthodologique qu'on a produit au cours de la dernière année sur les analyses coûts-avantages. Ce qui est à retenir, c'est justement de se poser la bonne question à la bonne étape du cycle de l'adaptation, d'avoir les bons outils pour répondre à cette question-là. Est-ce qu'on est déjà en train de choisir puis de comparer les efficacités de solutions ou s'il ne faut pas faire un bond en arrière pour bien percevoir l'étendue des possibles en termes de matrice de risque, par exemple, et de multirisques, et finalement de considérer, oui, la sécurité des biens, des infrastructures, des personnes, mais également toute une catégorie d'impact plus indirect sur l'économie, sur le secteur résidentiel et commercial, sur des usages publics ou des revenus potentiels connexes qui pourraient être optimisés là, selon certaines solutions. Donc, cette diversité dans les impacts tant positifs que négatifs. Donc, je vous laisse sur cette méditation-là de divers types de solutions et questions. Donc, voici pour notre présentation. C'est maintenant donc la période des questions s'il nous en reste le temps. Oui, il nous reste du temps, mais ce n'est pas nous qui la gérons. Il y a quelqu'un qui va nous dire, qui va nous poser les questions, je crois. C'est notre réflexe de prof, on s'excuse. Alors, justement, les questions du public sont présentées par Mme Mireille Gagné. Vous allez entendre sa voix. Elle est adjointe exécutive et conseillère stratégique à la Direction générale adjointe de la prévention et de la planification. Et on nous dit justement, vous deux, là, monsieur, madame les conférenciers, qu'il y a des questions. Allons-y. Oui, bonjour à vous deux. Nous avons un petit instant, ce ne sera pas bien long. Les questions reçues ont été publiées. Donc, c'est sûr que vous avez reçu des commentaires, des questions. On va y aller avec les questions. Pour M. Baudouin, de la Direction de la santé publique de la Montérégie, demande s'il existe des organisations qui offrent un service de caractérisation ou de modélisation d'aléas climatiques à l'échelle régionale pour des instances gouvernementales. Dans ma compréhension, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a des ententes avec le groupe des 8 qu'on appelle là, pour faire une cartographie avancée qui tient compte des changements climatiques jusqu'à la modélisation des débits, puis qui ensuite passe justement à la modélisation hydraulique pour en cartographier là, les épaisseurs d'eau. C'est tout un processus qui prend quelques années à produire. Ça prend vraiment des expertises et des modèles qui sont poussés. Et ces modélisations-là qui sont faites actuellement là, avec des chercheurs, donc, ça nous donne un peu aussi un état de la maturité là, de ces processus-là et de l'effort qui est requis. C'est encore à l'état de développement des connaissances. Ensuite, ça doit passer par toute une boucle d'approbation réglementaire pour être une carte qui est valide et qui a valeur légale à la fois pour la gestion de risque et la planification territoriale, par exemple. Donc, il y a, en raison là, de l'évolution réglementaire, il y a le plan, le MAMACH-MSP de protection du territoire contre les inondations, qui en a fait un de ses chevaux de bataille, là, un des axes principaux, qui est cette cartographie des zones inondables, incluant les changements climatiques.
L'information que j'ai à ce jour, c'est que c'est en cours, puis il y a tout un processus pour publier ces cartes-là. Donc, dans l'intervalle, oui, il y a sûrement il y a des firmes qui produisent des modélisations hydrologiques, hydrauliques, mais elles n'ont pas nécessairement le sceau et l'étampe gouvernementale. Donc, à vous de voir dans quel contexte vous posez cette question-là, pour quelle préparation. J'ai donné plusieurs pistes en termes là, de débit, mais en termes de niveau d'eau, il n'y a pas encore d'interface où ces cartes-là sont disponibles. Donc, les cartes à valeur légale sont celles, à ma connaissance, là, qui sont inscrites au schéma d'aménagement actuellement. Donc, je ne sais pas si ça répond. Ursule, le groupe des 8, c'est les 8 grandes villes, hein, je pense, c'est bien oui, ça? Exactement, le groupe des 8. C'est bon. Donc, effectivement, par contre, dans le programme InfoCru, il y a eu une priorisation des bassins versants. Il y en a 50 là, qui ont été sélectionnés comme prioritaires. Je ne sais pas si ça s'additionne ou ça se soustrait, là, les 8 de ces 50-là, mais pour vous dire que pour le Québec méridional, le sud du Québec, il y en a donc quelques dizaines également de cartographies qui sont en cours de réalisation et qui devrait s'en venir là, avec un cadre permanent là, de réglementation qui remplace finalement la ZIS. Dans le fond, la ZIS a été remplacée récemment là, par un cadre transitoire de gestion et cette transition-là pourrait se perpétuer encore un certain temps jusqu'à un cadre plus permanent dans lequel seront disponibles là, ces cartes avec changement climatique. Mais bon, moi, je me fais ici là, la messagère parce que ce sont des initiatives gouvernementales pour plus de clarté sur ces éléments-là. Ce sont 4 ministères, à ma connaissance, là, qui sont très impliqués, soit bien sûr le MSP, le MELCC avec la division de la direction d'expertise hydrique notamment, ainsi que le MERN, le ministère des ressources naturelles, qui a toute la compétence là, pour les interfaces géomatiques notamment, ainsi que le MAMACH, donc l'aménagement du territoire. Donc, ce sont ces 4 ministères-là qui prennent le temps de travailler ensemble pour justement qu'il y ait une intégration des divers axes des plans inondations à l'échelle gouvernementale pour que les meilleures informations ultimement soient rendues aux régions. Cela dit, je pense que ce qui est à surveiller pour répondre à votre question, c'est aussi les initiatives des bureaux de projet inondation qui ont un certain mandat pour planifier, bien sûr, là, le territoire face aux inondations. Donc, peut-être de creuser du côté de votre BPI, qu'on appelle les bureaux de projet inondation régionales. Est-ce qu'ils auraient déjà des informations disponibles? C'est vers ces personnes-là là, que je me retournerai. Merci pour ces précisions. Une autre question de M. Auclair de la MRC de Mataouini. Qui demande que lorsque vous faites la collecte des données des zones d'inondation, est-ce que c'est seulement avec les cours d'eau ou l'analyse se fait également en amont des barrages en cas de rupture? Bonne question. Donc, comme je le disais, c'est un facteur là, de perturbation des écoulements, le fait d'avoir un seuil qui capte une certaine quantité d'eau, que ce soit un barrage de castor ou que ce soit un ouvrage intentionnel humain. Pour moi, ce n'est pas encore clair dans le nouveau cadre et les nouvelles cartographies si ça sera, de quelle manière ça va être traité. Dans le fond, avec les changements climatiques, ouvrage ou pas barrage, barrage ou pas barrage là, qui vient interférer dans l'écoulement des eaux, il y a un changement dans la dynamique naturelle du système et c'est dur de prévoir le comportement du système si on n'a pas l'information sans les barrages. Parce que il y a certains endroits où il faut même remettre en question l'efficacité et le besoin de mettre à jour ces barrages-là ou voire même de changer de stratégie à certains endroits. Donc, c'est à surveiller. C'est une question qui revient fréquemment et c'est du côté gouvernemental où cette décision-là est prise de l'intégrer ou pas. Mais c'est un bon réflexe de clarifier finalement, est-ce que ça l'intègre, est-ce que ça ne l'intègre pas? Clairement qu'il y a certains de ces ouvrages-là qui ne seront pas laissés aller et ça n'est pas une option de les renforcer, de les conserver sur le territoire lorsque la quantité de personnes ou d'actifs, puis qu'il y a des enjeux collectifs là, qui sont sur place, ça doit être pris en compte dans une décision qui est justement collective et diversifiée et une planification qui tient compte de ce que les gens qui sont protégés par ces infrastructures-là souhaitent réellement. Je sais que
quand on prend conscience qu'on est protégé par une infrastructure artificielle, il y a tout un jeu psychologique aussi qui rentre en compte avec le sentiment de sécurité. Et de ce point de vue-là, ça dépend de la vulnérabilité autant personnelle de chacune de ces personnes-là. Est-ce que ces gens-là se sentent encore en sécurité suite à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, par exemple, ou est-ce que collectivement, il y a quand même un sentiment de sécurité qui est encore présent? Donc, ce n'est pas une décision qui peut être prise de manière desktop là, dans un bureau. C'est vraiment vers cette approche collective de planification ensemble en sécurité civile et de l'aménagement dans les zones inondables que ça doit être tenu en compte. Donc, voilà ma réponse. Merci pour les précisions. Isabelle Gauthier demande, comment les organismes communautaires locaux sont impliqués dans les plans de préparation intégrés, considérant les services de base qu'ils fournissent et les liens avec les populations parfois plus vulnérables? Bien, Ursule, je vais donner une première réponse. En fait, je retournerai les meilleures personnes pour répondre à cette question-là sont les municipalités. Donc, à quel point ils mettent des gens autour de la table? À quel point ils travaillent avec le milieu pour faire les plans? J'ose espérer beaucoup. Mais moi, je peux vous donner une anecdote de ce que je connais en termes, par exemple, quand il y a les avertissements de chaleur. Pour travailler un peu avec des organismes communautaires en santé mentale, souvent, ils reçoivent le matériel, le matériel pour informer leurs usagers une fois que la chaleur accablante est passée. Donc, parfois, ils ne sont pas très bien intégrés. Ce n'est pas nécessairement de la faute de la municipalité ou des différents ministères. Il y a des organismes qui sont très bien qui sont matures, bien gérés, bien coordonnés, d'autres où c'est des bénévoles ou où les employés ne sont pas là à temps plein. Il y a tout un défi d'inclure le milieu communautaire parce que le fonctionnement de ces organismes-là diffère d'un à l'autre et parfois les forcer à rentrer dans un moule plus formel, ça ne leur convient pas, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas les ressources et tout ça. D'où l'importance un peu de voir justement, c'est hyper facile à dire, là, amener le plus de gens autour de la table, mais il y a des défis énormes pour les personnes qui vont vouloir faire ça. Et ce que ça va impliquer, en fait, c'est de peut-être revoir vos modes de fonctionnement, adapter vos modes de fonctionnement. Quand on parle quand je parlais en conclusion qu'il fallait s'adapter, être évolutif, bien c'est ça, venir asseoir des gens autour de la table, ça va demander de s'adapter et d'être évolutif parce qu'ils ne rentreront peut-être pas dans notre fonctionnement, mais il va falloir voir comment on peut les intégrer, eux, dans la façon dont ils fonctionnent, dans comment nous, on aimerait fonctionner. Et pour ça, une des solutions, c'est d'arrêter de voir les rôles et responsabilités de chacun et plus d'y aller en mode contribution. Comment tous ces gens-là peuvent contribuer. Et au lieu de déterminer quels sont leurs rôles et responsabilités, c'est de déterminer quelle est la contribution de tous ces acteurs-là que j'assois autour de la table. C'est quoi mes attentes face à eux, puis c'est quoi leurs attentes face à moi et comment on peut contribuer ensemble. Donc, c'est de mettre en place tout ce travail collaboratif-là qui représente un énorme défi, mais qui va servir non pas juste pour les inondations, mais qui va servir pour l'ensemble des événements qui peuvent se produire sur un territoire, que ce soit chaleur accablante, une pandémie, pour ne pas la nommer, mais également des inondations, des vents violents, des tornades, ainsi de suite. Et donc, c'est ça. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, Ursule, à ce niveau-là. On le voit bien dans la pandémie, les enjeux de capacité émergent face à des événements de grande ampleur auxquels on doit faire face. Puis ces organisations-là, ce sont de la capacité. Ces contributions, c'est de la capacité. Alors, c'est plutôt la question comment les intégrer pour pouvoir mobiliser ces capacités-là que comment essayer de faire cavalier seul sans eux autres. Donc, ça reste une question d'ouverture d'esprit, de compétence aussi à générer cette collaboration puis cette ouverture à ce que les gens viennent, un peu de flexibilité, comme le disait Yannick, à ce que les gens viennent contribuer. C'est plus le comment les intégrer sur lequel on doit travailler que si on doit les intégrer.